Business, le grand entretien. Et notre invité ce matin, c'est donc le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de cette première interview audiovisuelle. En tant que ministre de l'Industrie, tout à l'heure on disait avec Laure, l'homme qui a géré 450 milliards de dollars canadiens au sein de la Caisse des dépôts du Québec, est aujourd'hui donc à la tête de l'industrie française. En tout cas, voilà, vous allez faire le maximum pour que, voilà, on construise des usines, qu'on embauche des salariés, qu'on traverse la crise énergétique. On va commencer peut-être par ça. La crise énergétique, est-ce qu'il y aura de l'électricité cet hiver pour les industriels ? Alors, un, on va tout faire pour. Et deux, je dirais, la meilleure manière d'éviter le pire, c'est de s'y préparer. C'est-à-dire qu'on sait bien que, un, si l'hiver est rigoureux, deux, si la situation en Ukraine se tend et si la Russie décide de couper les approvisionnements, il va falloir faire des efforts. Il vaut mieux les faire avant que ça arrive, donc réduire les consommations au maximum, stocker, ce qu'on a fait, on est aujourd'hui à peu près à 90% de stockage en France. Pour le gaz ? Pour le gaz et à peu près autant en Europe. Il y a quelques pays où c'est plus difficile, Lettonie, Bulgarie, on est à 50%. Donc il faut que l'Europe stocke, il faut qu'on diversifie nos sources de provenance. On l'a voté cet été, les députés l'ont voté de manière à construire un méthanier au Havre, de manière à pouvoir importer du gaz d'ailleurs. GNL notamment, liquide. Hein. Voilà, mais l'objectif premier dans les semaines qui viennent, c'est de tout faire pour qu'on puisse économiser. Alors, tout le monde, chacun a sa responsabilité, hein, vous, moi, les ménages, mais évidemment les entreprises. Je préfère, moi, travailler avec un pull dans mon bureau que de couper des usines. Donc il faut que le tertiaire fasse sa partie du travail. Mais on ne peut pas exclure non plus que les entreprises industrielles soient concernées. Et pour ça, il va falloir économiser. Mais justement, on en est toujours à la bonne volonté en disant faites ces 10% d'économie, sinon ça va être compliqué. À quel moment, quel est le calendrier exact ? On dit là, vous n'avez pas fait assez d'efforts, il va falloir passer au bâton. L'objectif, il est d'éviter ça. C'est-à-dire qu'on réfléchit à des dispositifs qui vont nous permettre, si on doit réduire les livraisons de gaz, de réduire la consommation de gaz sans mettre à l'arrêt des usines. Il y a des usines aujourd'hui qui ne peuvent pas s'arrêter. Très simplement, quand vous faites du verre, par exemple, un four à verre, si vous arrêtez l'approvisionnement de gaz, le four à verre explose. Donc ça, clairement, mais on se laisse septembre et on fait le bilan et on se dit, là, on n'a pas réussi à atteindre les 10%. En tout cas, ce qu'on va faire en septembre, je dirais début octobre, c'est mettre en place les instruments qui permettront de réduire la consommation de manière un peu plus contraignante si on doit y arriver. Mais est-ce que vous croyez vraiment au volontariat et à l'effet, parce que là vous dites mettez un pull, fermez les portes dans les magasins climatisés, éteignez la lumière des vitrines. Sérieusement, vous croyez vraiment que ça va nous permettre d'économiser 10% ça ? Vous savez que si on appliquait la loi, aujourd'hui il y a une loi qui encadre les températures maximales dans les bureaux, dans les tertiaires, dans l'administration, on économiserait 14 TWh de gaz. C'est quoi le pourcentage ça On est quasiment sur ce qu'on souhaite faire aujourd'hui avec les réductions de consommation qui ont déjà eu lieu du fait de la hausse des prix. Non, moi je pense que la responsabilisation des acteurs, la responsabilité individuelle, la mobilisation générale. Mais on est en France, vous savez bien comment ça va se passer. Les gens vont dire les autres vont faire l'effort, je vais pas le faire. Même pour les entreprises, comment ? Parce qu'apparemment, il ne faut pas quand même vérifier qu'effectivement les bureaux ne sont pas plus de 19 degrés. Vous avez raison, il y a un défi qui est comment on vérifie ça. Mais au fond, moi je crois à la responsabilisation collective et individuelle des acteurs. J'ai grandi dans les années 70, j'ai connu la chasse au gaspillage, ça n'avait pas si mal fonctionné que ça. C'est pas suffisant. À l'époque, je vous rappelle qu'on a aussi accélérer le développement du nucléaire, il va falloir le faire, accélérer la transition en dehors de l'énergie. À l'époque, on consommait moins. Là, l'objectif, c'est de transitionner vers les énergies décarbonées. Donc, à court terme, mobilisation générale. Il faut qu'on soit responsable. Vous, moi, tout le monde. Ensuite, éventuellement, effectivement, contrôle si on n'y arrive pas. Et puis surtout, c'est Churchill qui disait il faut jamais gâcher une bonne crise. Profiter de cette crise pour accélérer la décarbonation, accélérer la transition énergétique. Et notamment, évidemment, ça c'est mon job, vous l'avez dit, dans l'industrie. Il y a donc un plan de sobriété qui est prêt, donc avec des listes de ceux qui pourront s'arrêter et pas s'arrêter. On entend aussi parler d'une sorte de marché de gré à gré où si vous n'avez pas utilisé toute l'énergie dont vous avez besoin, vous pourriez la revendre à une autre entreprise. Est-ce que c'est exact ? En tout cas, on regarde si on peut s'inspirer effectivement de dispositifs qui existent déjà pour ce qu'on appelle les ETS, c'est-à-dire les droits à émettre du CO2, qu'on pourrait appliquer aux industriels qui ont l'habitude d'utiliser ce genre d'instruments pour limiter la consommation de gaz. Donc à ce stade, on est au niveau exploratoire. Vous le disiez tout à l'heure, on se donne quelques semaines pour explorer l'ensemble des instruments disponibles. En attendant, on espère qu'on va faire l'essentiel de l'effort tout seul,
de nous-mêmes. Mais effectivement, ça fait partie des instruments qu'on garde. Comment va l'industrie dont vous avez la charge? On est perplexe avec l'or depuis la rentrée parce que certains, le patron de Huawei a écrit par exemple à ses salariés pour leur dire que ça va être le cataclysme 2023-2024, une crise économique gigantesque, il faut survivre, pour survivre, faire le dos rond, faire des économies. Et puis on a d'autres patrons, tout à l'heure on aura Jean-Philippe Cartier, président de H8, qui est un entrepreneur, et on l'aura dans le grand débrief, qui va nous dire... Ben ça va bien, jamais les restaurants n'ont été aussi pleins, on a fait un été incroyable. La crise, quelle crise? Oui, on a effectivement de plus en plus une économie à deux vitesses. Il y a d'abord celles et ceux qui sont directement impactés par la hausse des prix de l'énergie, qui en plus ne faut pas reproduire cette hausse des coûts en hausse des prix. Ils n'ont pas le pricing power. Pour eux, c'est très dur. Donc, ils n'ont pas le pouvoir d'augmenter leurs prix. En plus, ils font face parfois à des secteurs qui sont moins porteurs que d'autres. Là où vous l'avez dit, la restauration, ça va. Évidemment, toute l'industrie de la décarbonation, ça va bien. Donc, il y a des startups qui accompagnent les entrepreneurs, les industriels dans la décarbonation. Ces entreprises vont très bien également. Donc, on a des secteurs qui vont bien, d'autres secteurs qui vont mal. Et ça, c'est très compliqué, évidemment, pour les décideurs publics, parce qu'il faut pouvoir adapter la politique publique à ces disparités. Bon, ça veut dire quand même qu'on a... Je préfère toujours voir le verre à moitié plein, une économie qui continue à croître, des créations d'emplois qui continuent à se faire. Le revers de cette médaille, évidemment, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc il y a des secteurs dans lesquels on a du mal à recruter. On parlait de la restauration, c'est le cas. On parlait de la PEC tout à l'heure, à l'emploi des cadres, beaucoup de tensions. Hein, évidemment, donc c'est vraiment tout cet équilibre. On est en fait dans une économie en transition. Et typiquement, ça aussi, ça va faire partie de ma mission. Comment on accompagne la transition des entreprises qui sont plutôt en déclin vers les entreprises et les secteurs qui, eux, sont en plein boom. Ça va être un défi énorme. Tellement de tensions sur les recrutements que tout à l'heure, Gilles Gâteau, le patron de la PEC, nous disait certains abandonnent. Et c'est pour ça qu'on les voit sortir des offres d'emploi parce qu'ils se disent « je me réorganise en interne ». La seule solution de sortir de cette anomalie de marché, c'est de toucher à l'assurance chômage. Geoffroy de Roux-Bézieux disait ce matin dans le Figaro, finalement, la réforme des retraites, c'est pas la priorité. Ce qu'il faut, c'est l'assurance chômage. Mais ce qu'il faut, en tout cas, quand on a du mal à recruter, c'est qu'on travaille tous davantage. Donc il y a plusieurs manières de travailler davantage. Vous avez raison, je pense que Geoffroy Roux de Bézieux sur ce point a raison. La priorité des priorités, c'est de continuer à faire baisser le chômage, de continuer à faire en sorte que de plus en plus de Françaises et de Français retrouvent un emploi. Et pour ça, parce qu'on fait face à des déficits de manœuvre, il faut former. Il faut requalifier. Je le disais tout à l'heure, il y a des industries en déclin avec de la manœuvre disponible, des employés disponibles, mais qu'il faut former au métier de demain. Vous êtes le good guy du gouvernement, parce que dans les bad guys du gouvernement, il y a ceux qui disent pour baisser le chômage, il faut moins indemniser moins longtemps les chômeurs, notamment en période où, comme aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est très bas. Oui, alors je ne sais pas si c'est bad guy et good guy, mais en tout cas, la France fait plutôt partie des good guys, pour reprendre votre expression. On est trop généreux ? Non, on a un des systèmes d'assurance chômage les plus généreux au monde, et j'allais dire tant mieux. Mais on doit toujours s'interroger sur le fait de savoir si on ne peut pas l'améliorer, notamment en s'assurant que ceux qui sont aujourd'hui en dehors du marché du travail aient toutes les incitations pour y aller. Donc oui. Et non pas des incitations pour rester au chômage. Alors, il y a des enjeux de durée de compensation, il y a des enjeux aussi de niveau, il y a aussi des enjeux de formation et de qualification. C'est l'ensemble qu'il faut faire. Et Olivier Dussopt y travaille de manière à ce qu'on ait un France Travail qui permette de mettre la France totalement, pleinement au travail. Mais la réforme des retraites, on va devoir la faire aussi. Moi, je souhaite que dans ce monde de transition, on préserve le modèle social français qui est une fierté. Mais pour ça, il faut tous qu'on travaille davantage. Olivier Dussopt qui sera demain midi en direct sur BFM Business autour de Sandra Grandouin de 60 Minutes Business. Puisqu'on parle de bad guy, de good guy, de bâton, de carotte, c'est un peu à la mode sur la taxe sur les super profits. C'est exactement un peu ce qu'a théorisé la Première ministre en disant... Finalement, ceux qui font des bénéfices extraordinaires, soit vous augmentez les salaires, soit vous baissez les prix, soit si vous ne faites rien, on passera à la case taxe sur les super profits. J'ai bien résumé ou oui, alors, vous changez de vous-même. Là aussi, les entreprises qui gagnent de l'argent aujourd'hui, elles peuvent faire augmentation des salaires, baisse des prix, elles peuvent aussi investir. Je vais vous donner l'exemple de Total Energy. Moi, je préfère nettement que Total Energy, d'un côté, baisse le prix de l'essence pour les particuliers, et de l'autre, j'espère qu'ils vont continuer à le faire et qu'ils vont l'accélérer, investissent dans les énergies de demain. Moi, je préfère que Total Energy équipe la France entière en bornes de recharge électrique pour que, quand on sera passé à l'électrique, on puisse charger nos voitures, ce qui serait quand même la moindre des choses.
Mais est-ce qu'on leur fixe des niveaux du coup? Est-ce qu'on leur dit il y a tant de bornes à faire? Sinon, est-ce qu'on va jusque-là dans leur stratégie à eux? On a un objectif national pour accélérer les bornes électriques et Total doit y contribuer. Je ne crois pas au micromanagement des entreprises. Moi, là encore, au risque de me répéter, je crois à la responsabilité des acteurs. Aujourd'hui, je ne veux pas passer l'émission sur Total Énergie, mais si Patrick Pouyanné veut recruter des ingénieurs, veut recruter des jeunes, il a intérêt à les convaincre qu'il est un des acteurs clés de la transition énergétique. Sinon, il le dit déjà, il ne va pas être très attractif. Moi, je préfère que Total se concentre sur la transition énergétique, se concentre sur les baisses des prix, plutôt que de savoir si, par exemple, Patrick Pouyanné doit ou pas utiliser un avion d'affaires. Ce n'est pas le sujet. L'essentiel, c'est qu'on soit tous responsables et qu'on accélère la transition de l'industrie d'hier vers l'industrie de demain. Vous parliez de la responsabilité des acteurs, notamment industriels. On était avec Christiane Lambert jeudi. On a vu les larmes de Christiane Lambert parce que les négociations commerciales avec la grande distribution, les industriels sont très longues, se passent mal. La grande distribution refuse des hausses de prix. Parfois, ce sont aussi les industriels qui ne répercutent pas sur les paysans. Vous participez aux réunions aux côtés de Marc Fesneau. Oui. Vous trouvez qu'il y a de la mauvaise foi chez la distribution, chez les industriels? Non, il y a une situation difficile pour tout le monde. Mais moi, ce que j'ai noté, effectivement, toutes les semaines, Marc Fesneau, Olivier Grégoire et moi, on rassemble l'ensemble des responsables de la chaîne. Et on a fait notre réunion, si je puis dire, de rentrée la semaine dernière. On a un verre, je dirais, à moitié plein, là encore, parce qu'un certain nombre de négociations, on est à plus de 60% d'accords, se sont faites cet été et ont été conclues. Moi, ce que j'ai dit à cette réunion, c'est qu'une fois qu'on a signé l'accord, c'est comme on a voté une loi, quoi. Quand on a voté une loi, il faut la mettre en œuvre. Quand on a signé un accord, la moindre des choses, c'est de l'appliquer. Et ça, on est encore un peu loin du compte. Mais globalement, les industriels jouent plutôt le jeu. Il y a encore un peu de sujets dans un certain nombre de distributeurs avec lesquels on travaille d'arrache-pied pour que les négociations se passent. On est face à une situation exceptionnelle. Je pense qu'un certain nombre d'acteurs se disaient ça va pas durer. Maintenant, on sait que ça va durer. Et donc, il va falloir négocier, signer des accords et les répercuter de manière à ce que on continue à avoir une alimentation de qualité, qui rémunère correctement les agriculteurs qui la produisent, c'est la moindre des choses. Mais justement, vous parlez de responsabilité. Christiane Lambert, je reviens à elle, nous disait il faut que les Français acceptent une partie des hausses des prix. C'est vital pour l'ensemble de l'agriculture française. Est-ce que vous avez ce message-là de dire il faut partager l'inflation ? Alors d'abord, c'est déjà un peu le cas quand même. L'inflation alimentaire, elle a monté, peut-être pas assez pour Christiane Lambert, notamment dans certains secteurs. Le lait, par exemple, fait face à des hausses de coûts importantes. Et on n'est pas sûr que les prix reflètent complètement cette hausse. Mais oui, quand le président parle de la fin de l'abondance, il n'est pas en train de dire qu'on roulait tous sur l'or et qu'on était dans l'opulence et que tous d'un seul coup, on va tous tomber dans la nuit noire. Mais c'est vrai qu'on passe d'une période où les matières premières étaient extrêmement abondantes, où le crédit était extrêmement abondant, où l'inflation était à zéro, et qu'on rentre dans une période où tout ça s'est terminé. Et on va devoir, là encore, tous faire des efforts pour contribuer à ça. La responsabilité, la mobilisation générale, pour moi, c'est des mots qui veulent dire quelque chose. Et je suis pas en train de donner des leçons à qui que ce soit. Je pense qu'on doit tous s'interroger personnellement sur ce qu'on peut faire. Demande-toi ce que tu peux faire pour la nation, et la nation t'aidera. C'est un beau vieil adage de John F. Kennedy que j'aime à rappeler. Roland Lescure, comme ministre de l'Industrie, vous serez évidemment à la REF. Vous allez croiser beaucoup d'entrepreneurs. Ils vont tous vous poser la même question. Ils vont tous vous demander si vous allez baisser comme prévu la CVAE, les impôts de production, de 7 milliards dans le budget 2023. Oui, c'est l'objectif, évidemment. C'est l'objectif, vous allez le faire. On va le faire. Dès la première année ? On va le faire pourquoi ? Parce que on en a besoin pour réindustrialiser la France. Alors, j'en profite pour lancer un message aux entrepreneurs de France, puisqu'on a dit qu'on allait compenser complètement cette baisse pour les collectivités locales. Je dirais aux entrepreneurs, allez parler à vos maires, à vos présidents de conseils départementaux, à vos présidents de conseils régionaux pour leur dire on en a besoin. C'est très important. Une usine qui ouvre, c'est des emplois, pas seulement dans l'usine d'ailleurs, pour l'ensemble du territoire. C'est des écoles, c'est des services, c'est des commerces. On a besoin de plus d'usines en France, on a commencé à le faire. Accélérons le mouvement. Merci beaucoup Roland Lescure d'être venu nous voir dans BFM Business. Bonne journée à la REF. Évidemment, vous pouvez retrouver l'interview du ministre de l'Industrie, pas de l'économie. Pas encore. Encore, bien sûr, il faut être, chaque jour, être ambitieux. Peine, c'est ça. En replay et en podcast sur bfmbusiness.com.